Roselyne Bachelot, donc bienvenue. Eh oui, bonjour, rebonjour Christophe Barbier. Vous étiez hier à Auschwitz avec le Premier ministre. Pour vous, comme pour lui, c'était la première visite. Quelle émotion, quelle réflexion en rapportez-vous ? C'est un choc émotionnel que de commémorer ce 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz sur place, dans la neige, le vent glacé, être sur cette Apple Place où les Juifs stationnaient 3 à 4 heures le matin, le soir, le visiter dans ces conditions, voir les vitrines où on voit les cheveux, les objets personnels des personnes qui ont été assassinées à Auschwitz. C'est tout à fait... on est en état de choc. Jean-Louis Bourlange nous disait hier... un autre mot. Jean-Louis Bourlange nous disait hier à ce micro, c'est une page qu'on ne tourne pas. Non, on ne peut pas la tourner. La Shoah est le drame absolu de l'humanité. Il n'y a aucun élément, aucun événement historique qui peut se comparer à ce drame absolu de la Shoah, où on est descendu dans les tréfonds de l'enfer et de l'obscénité, de la cruauté de l'âme humaine. Mais c'est aussi une réflexion qu'on mène pour soi, en se disant, mais à quel moment une société, un homme, une femme dérape dans l'horreur de ces assassinats globaux, et on s'interroge sur soi-même. Est-ce que moi-même, je serais pas capable de ça? Parce que il faut interroger l'histoire, mais il faut interroger le présent, et il faut s'interroger soi-même. Le présent, vous revenez en France et vous trouvez un pays où l'antisémitisme imprègne encore une partie de la société. Il y a eu une enquête très inquiétante publiée cette semaine dans Le Parisien. Oui, la Fondapol et l'American Jewish Committee font régulièrement cette enquête sur l'antisémitisme en France qu'il faut décortiquer. Moi, je partage pas l'avis d'un certain nombre d'analystes qui disent que l'antisémitisme classique, qui a atteint le sommet de l'obscénité avec l'affaire Dreyfus, avec le régime de Pétain, complice de l'équipée génocidaire nazie, que cet antisémitisme-là a disparu. Moi, mais il s'est retrouvé, rejoint... Oui, et il s'est rejoint par cet antisémitisme qui est très largement partagé par certains de nos compatriotes de confession musulmane, sur fond de conflits israélo-palestiniens. Et cet antisémitisme, il faut le combattre. On l'en a vu encore des résurgences à travers des crimes abominables, mais aussi à travers des défilés de militants anti-vaccins qui avaient endossé des costumes de déportés, les pyjamas de la déportation. Comme si on pouvait comparer les choses. Ça montre aussi une ignorance. Ça montre aussi qu'il faut continuer à éduquer, à parler, à informer, et qu'il faut pas lâcher le combat. Penser que ces choses-là sont connues, non. Elles ne sont pas connues, véritablement connues. Et je dois dire que nous étions aussi avec des jeunes dans ce déplacement avec le Premier ministre, et des jeunes de différents établissements scolaires. C'était très intéressant aussi de parler avec eux. J'ai parlé avec des lycéens de Palaiseau qui ont en quelque sorte adopté, qui sont allés à la recherche de l'histoire de juifs allemands qui ont été arrêtés, qui s'étaient enfuis en France et qui ont été arrêtés par la police française et déportés. La culture peut accompagner ce travail de mémoire par des expositions, des œuvres, mais la culture, c'est aussi la liberté d'expression, et parfois on voit des rappeurs, des artistes déraper. Comment faire sans tomber dans la censure ? D'abord, il faut rappeler les responsabilités qu'on a des lois, tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible, évidemment, et que les propos, les actes bien sûr, mais les propos antisémites sont des propos qui relèvent de délits. Une loi, justement, votée à l'unanimité, a proclamé cette semaine la restitution d'œuvres présentes dans les musées nationaux, donc inaliénables a priori, restituées à des familles juives spoliées. Y aura-t-il d'autres cas ? Et y aura-t-il une loi cadre pour que ça soit plus facile à chaque fois, dans les prochains cas, pour ces restitutions ? Alors, je veux dire que c'était un grand moment d'émotion, que cette restitution d'abord du fameux tableau de Klimt, Rosier sous les arbres, mais aussi du Carrefour de Sannois, du trio, des œuvres qui font partie de la succession de d'Orville. D'abord parce qu'on a fait cette restitution alors que les descendants
ces personnes qui ont disparu, qui ont été assassinées dans les camps de concentration, étaient dans les tribunes. Je les ai rencontrés avant. C'est une des actions fortes que je veux mener à la tête de ce ministère, que la restitution des biens juifs spoliés. Pour l'instant, il faut faire des lois d'espèces. Au cas par cas. Au cas par cas. Mais j'ai pu aussi accrocher à ce texte la restitution, le père de Chagall aux héritiers Sander. C'était pour moi extrêmement important de le faire. Alors, une loi cadre, certainement, il faut la faire pour hâter les choses, parce que on voit bien que ça met quelquefois plusieurs années pour cette restitution, mais c'est un travail fin et délicat qu'on peut pas faire dans la fin d'un mandat, d'une session parlementaire, et encore moins d'un mandat présidentiel. Le spectacle vivant attend avec impatience la levée des jauges. Judith veut remonter sur scène. À quand la fin du masque obligatoire pour les spectateurs? Ça viendra vite après? Écoutez, pour l'instant, moi, je veux pas, en quelque sorte, vendre la fin du masque obligatoire, parce que ce qui nous permet de supprimer les jauges complètement. Je savais pas que vous jouiez devant des salles de plus de 2000 personnes. Mais c'est pour bientôt. C'est pas très vite. C'est le 2 février, mais jusque-là, jusqu'à 2000 personnes, il y a pas, on peut être dans un théâtre, on peut y aller, il y a pas de problème. Moi, je dis, il faut garder le masque. Gardons le masque, gardons les gestes barrières. C'est ce qui nous permet justement de lever les jauges et de recommencer les spectacles debout le 16 février. Voilà. Mais il y a un doute. On se demande si, même quand l'épidémie sera finie, tout le monde va revenir au spectacle. Est-ce que quelque chose n'a pas été cassé dans la relation entre le public et la culture ? C'est vrai que, évidemment, on a perdu peut-être l'habitude d'aller au théâtre, enfin au spectacle vivant, au concert, etc. Mais il faut y aller. Il y a des spectacles en ce moment extraordinaires à Paris et dans les régions. On peut y aller sans risque. C'est une émotion extraordinaire que d'aller au spectacle et que de partager. On est en télétravail chez soi, on est bien, il y a Netflix le soir. Mais Christophe Barbier, il faut aussi réfléchir que la pandémie n'a fait qu'accélérer des phénomènes qui étaient déjà à l'œuvre. Et que le but de l'action que je mène, c'est de faire en sorte que on mène des actions globales de restructuration. Par exemple, quand dans France 2030, nous mettons 600 millions d'euros sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la formation des techniciens pour faire en sorte qu'il y ait une offre audiovisuelle française, le fait que on a mis 400 millions pour des nouvelles en plus, c'est-à-dire 1 milliard en tout, pour avoir de la billetterie électronique, etc. Il faut savoir que la pandémie n'a fait qu'accélérer des mutations qui étaient à l'œuvre et nous encaissons un choc que nous aurions pu encaisser en 15 ans ou en 20 ans, nous l'encaissons en 1 an. Et on restera fidèle à l'intermittence, à ce système français. C'est si généreux, mais si coûteux. Il est coûteux, mais c'est un joyau, c'est une aide massive à la culture française. Il faut absolument le préserver. Et tout au long de cette crise, nous l'avons préservé, nous continuons à le préserver. Pour les images, la chronologie des médias est en train de bouger, c'est-à-dire le passage du cinéma au DVD et au petit écran. Est-ce que vous allez accélérer encore ? Est-ce qu'on n'est pas en train de consacrer la victoire des plateformes ? Non. Alors, peut-être un mot sur la chronologie des médias, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est une spécificité française qui fait un calendrier avec lequel nous avons accès sur les différents médias. Pendant 4 mois, les salles de cinéma ont exclusivement la possibilité de diffuser des films. Ça, on le garde. C'est absolument indispensable de sauvegarder cette spécificité de la salle de cinéma. C'est, avec les bibliothèques, le premier site culturel de la France. Tiens, au passage, il est sorti mercredi Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin. Surtout, allez, vous ne le ratez pas, c'est formidable. Puis quand ça et le 77e anniversaire, il y a une sorte de... Ah ouais, c'est de cohérence. Donc cinéma 4 mois, après, donc c'était les chaînes payantes à 8 mois, elles avancent à 6 mois. Ensuite, les salles de cinéma de 22 à 36 mois peuvent diffuser des films. Mais les plateformes étaient derrière les salles de cinéma, après 36 mois. À partir du moment où nous leur demandons, et c'est ça l'originalité, nous leur demandons de financer le cinéma français et l'audiovisuel français. C'est 300 millions d'euros, parce qu'on leur demande, non
pas 20% de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, on leur demande 20% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est du gagnant-gagnant. Mais c'est du gagnant. Elles gagnent du temps. Elles sont quand même à 15 ou 17 mois selon les accords qu'elles passent. Donc elles préservent complètement et les chaînes payantes et les salles de cinéma. Dans le débat présidentiel, Éric Zemmour, Marine Le Pen promettent de privatiser une partie de l'audiovisuel public. Est-ce que vous recommanderez la même chose au candidat Macron ? Absolument pas. On n'y touche pas. On n'y touche absolument pas. Préserver l'audiovisuel public, qui là aussi, dans tous les pays démocratiques du monde, européens, je parle les pays européens, il y a un audiovisuel public qui est un facteur d'équilibre, qui est un facteur de financement de la création française et auquel les Français sont très attachés. Il y a 82% des Français qui regardent les programmes de France Télévisions. C'est 50 millions des Français. Il y a 30 millions des Français qui écoutent l'audiovisuel radio. Donc, véritablement, c'est un joyau. On se demande quelle idée nous avons, tout au long de ce quinquennat, remis les choses d'aplomb, mais nous avons aussi fait en sorte que, par exemple pour Culture Box, de créer une chaîne culturelle qui a accompagné les Français, à la fois sur les questions d'éducation, sur les questions de culture, véritablement... penser qu'on va supprimer l'audiovisuel public est un facteur de désordre. Mais est-ce qu'on peut penser supprimer la redevance et financer autrement l'audiovisuel public ? Alors, la question... D'abord, je veux situer... la France est à un niveau, sur cet audiovisuel public, un niveau de redevance extrêmement bas. 138 € par an, 88 € dans l'outre-mer. On peut le comparer avec des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. On est à près de 200 € et encore plus en Allemagne. Donc, on a un niveau de redevance extrêmement bas. Et on signale que 25% des Français détenteurs d'un poste de télévision ne paient pas la redevance parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes sociaux. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé une étude approfondie pour voir la façon dont on pourrait peut-être voir un autre financement. Mais attention de ne pas avoir un budget de l'État de budgétiser, comme on dit, le financement de l'audiovisuel public, parce que ça peut entraîner un certain nombre de désordres. Un petit mot de René de Obaldia, poète, dramaturge formidable, mort à 103 ans hier. Quelle vie, ça fait rêver. Oh, j'aime beaucoup René de Obaldia. Je me souviens, évidemment, comme beaucoup de Français, quand on pense René de Obaldia, on pense du vent dans les branches de Sassafras. J'avais vu avec Jean Marais, peut-être, je pense que c'est dans les années 80, du vent dans les branches de Sassafras. J'aime particulièrement cela, René de Obaldia, c'est ce mélange d'une écriture extrêmement sophistiquée, mais qui peut être extrêmement truculente. De Rabelais à Raymond Queneau, René de Obaldia s'inscrit dans cette tradition. J'aime bien aussi quelquefois dire quelques gros mots. Roselyne Bachelot, merci, bonne journée.